Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur l'Échiquier International, votre espace de débat quotidien, de décryptage de l'actualité géopolitique et géoéconomique internationale sur Al24 News. Et cette actualité ne vous aura pas échappé aujourd'hui. Elle se déroule à Londres où le roi Charles III a été couronné, intronisé roi de Grande-Bretagne aujourd'hui après une cérémonie grandiose à l'abbaye de Westminster. Cérémonie que vous avez d'ailleurs suivie en direct avec nous sur Al24 News depuis les premières heures de ce samedi. Et nous allons tenter à présent de dépasser le décorum, le faste royal des rituels et des traditions monarchiques de la Grande-Bretagne pour nous plonger un peu dans l'analyse des défis politiques et économiques qui attendent le 40e monarque de la Grande-Bretagne. Et nous en parlons juste après ça. Alors pour débattre de la thématique du jour, j'ai le plaisir d'accueillir en direct depuis la France François Deroche. Vous êtes analyste politique et défenseur des droits de l'homme. Bonsoir et bienvenue Monsieur Deroche. Bonsoir à vous, à vos téléspectateurs et à votre invité. Merci infiniment. Alors nous aurons également le plaisir de débattre avec Nazim Sini. Vous êtes enseignant en économie à l'université Aix-Marseille 1. Bienvenue à vous également Nazim Sini. Merci, bonsoir, et c'est toujours un plaisir d'être parmi vous sur le plateau, notamment avec notre invité également. Vous le savez, le plaisir est partagé. Donc, comme de coutume, avant de plonger dans ce débat, je vous propose de revenir un peu sur cette journée et comment s'est déroulée cette cérémonie donc d'intronisation du nouveau monarque de Grande-Bretagne, le roi Charles. L'éternel prince de Galles devient enfin roi d'Angleterre. Les yeux du monde sont rivés ce samedi sur Londres, où la cérémonie historique du couronnement du roi Charles déchaîne les passions. Celui qui vivait dans l'ombre de sa mère monte enfin sur le trône. Un couronnement ponctué de plusieurs processions, d'une cérémonie à l'église de Westminster et d'une apparition au balcon de Buckingham. Parade en carrosse, défilé militaire, cérémonie. Vous l'aurez compris, du faste, de l'apparat, du glamour pour cet événement historique que seuls les Britanniques savent organiser. Tout a été préparé au détail près. C'est à bord du carrosse d'état du jubilé de diamants que Charles et Camilla quittent Buckingham, créé en 2012 pour les 60 ans de règne d'Élisabeth II. Le carrosse, escorté par la cavalerie, effectue un trajet de 2 km, traversant le Mall, cette large avenue qui fait face à Buckingham, puis arrive à l'Arche de l'Amirauté, Trafalgar Square, où se trouve une statue équestre de Charles Ier. Là, le cortège bifurque pour emprunter Whitehall jusqu'à Westminster. Le couronnement débute à l'abbaye de Westminster et se déroule en 6 grandes étapes. La reconnaissance, le serment, l'onction, l'investiture qui inclut le couronnement, l'intronisation et l'hommage. C'est au cours de cette cérémonie que lui seront remis les regalia, les symboles de son pouvoir et de son rôle, les couronnes, les sceptres, l'orbe et plusieurs épées. C'est l'archevêque de Canterbury qui couronnera Charles. Tout a été pris en compte, même la musique qui accompagne la cérémonie, que le roi lui-même a pris le soin de choisir. Après le couronnement, le roi et la reine empruntent le même trajet pour revenir à Buckingham, mais seront alors suivis d'une procession bien plus importante que la première, puisque des milliers de membres de l'armée britannique, du Commonwealth et des territoires d'outre-mer les escorteront. 5000 membres des forces armées accompagnent le souverain. Ils feront cette fois-ci le voyage à bord d'un carrosse moins moderne, l'authentique Gold State Coach, vieux de 260 ans, qui porte bien son nom, tant il est couvert de dorures. La famille royale se présentera ensuite au balcon de Buckingham pour saluer la foule. Depuis le 19e siècle et le règne de Victoria, l'apparition de la famille royale au balcon du palais de Buckingham est un rendez-vous important avec les Britanniques, un événement qui marie visibilité et distance. Place au débat de l'Échiquier International, François Deroche. J'aurai l'honneur de répondre à la première question du soir. Alors, éternel prince de Galles, nous le disions dans ce reportage signé Souila Kilal, devient enfin roi d'Angleterre. Une lourde responsabilité désormais pour le roi Charles, François Deroche.
Bien sûr, surtout, c'est une très lourde responsabilité, d'autant plus qu'il vient après sa mère qui était omniprésente, une femme de fer comme Thatcher, c'est une dame qui a marqué la Grande-Bretagne, mais également a marqué l'ensemble des pays du Commonwealth, et pour ne pas dire qui a marqué la terre entière. Il y a tout de même quand même des interrogations aujourd'hui avec l'arrivée de Charles III. Il y a un décalage entre les hommages qui sont rendus, qui ont été rendus à la mort de la reine Elisabeth, comme aujourd'hui au sein du Commonwealth. Et puis, il y a aujourd'hui une véritable nécessité de parler autrement que de manière symbolique des questions d'excuses, par exemple, notamment pour l'esclavage. Oui. Ça, c'est une lourde responsabilité. Est-ce qu'il va avoir le charisme et les connaissances nécessaires et puis surtout cette volonté politique pour le faire? Ce n'est pas certain. La question des réparations, la question de l'intégration des populations d'origine de l'Empire au sein du Royaume-Uni, tout cela, c'est des problèmes, sachant que il n'y a pas longtemps, il y a le Premier ministre d'Antigua et Barbuda a affiché son intention, par exemple... Oui, les îles Antigua et Barbade, oui. Comment ? Oui, je disais des îles Antigua et Barbade, oui, en effet. Oui. Absolument, absolument. D'ailleurs, il a dit tout de suite que ce n'est pas un acte hostile envers la monarchie, mais aujourd'hui, on voit qu'il y a des gens qui veulent tracer leur chemin vers l'indépendance. Indépendance ne veut pas dire rester au sein du Commonwealth. Oui. Aujourd'hui, je pense que la mort de la reine Elisabeth a marqué un début de velléité républicaine d'anciennes colonies britanniques. Et puis on verra qui va se passer. Rappelez-vous, l'île de Barbade, elle a demandé elle est devenue république 55 ans après son indépendance du Royaume-Uni. Voilà. Donc aujourd'hui, le chemin, il est encore vierge. On va voir le roi Charles à l'épreuve. Ce n'est pas certain qu'il ait le même charisme, la même pugnacité que sa mère, la reine Elisabeth II. Très bien, François de Roche. Alors, nous aurons le temps justement de nous pencher et bien entendu, le roi Charles III aura également sa chance pour démontrer peut-être toute l'étendue de son pouvoir désormais sur la Grande-Bretagne et sur les pays du Commonwealth, sur des questions géopolitiques. Nazim Sini, justement, le contexte dans lequel ce nouveau roi arrive, eh bien, il est très différent de celui de la reine Elisabeth II, y compris sur le plan économique, car la Grande-Bretagne de l'année 2023 n'est plus la Grande-Bretagne des années 53. Tout à fait. D'abord, c'est bien que vous fassiez le parallèle entre les deux époques, donc les années 50, où l'Angleterre est sortie triomphante de la Seconde Guerre mondiale, où Elisabeth II représentait un peu l'image de la résistance anglaise, avec Winston Churchill. Oui. Et puis aujourd'hui, on arrive en 2023, on sait que le roi Charles a été intronisé dans des conditions économiques et sociales extrêmement difficiles en Angleterre. Pratiquement du jamais vu en Angleterre. Est-ce que nous pouvons le dire, Nazim Sini ? Ah oui, clairement, et puis pour plusieurs raisons. D'abord, il y a eu des raisons géoéconomiques avec la guerre en Ukraine, la pandémie, parce qu'il faut savoir que l'Angleterre a véritablement échoué toute sa stratégie pendant le Covid et après Covid. C'est-à-dire qu'elle a confiné tardivement, elle a déconfiné tardivement, ce qui a eu de graves conséquences sur l'économie. Avec une politique de Boris Johnson jugée un peu in extremis sur ces questions-là, avouons-le. Ah oui, tout à fait. Et puis hasardeuse. C'est-à-dire il y avait une absence véritablement de stratégie et de vision pour sortir de la pandémie, pour relancer la machine économique. Et puis, on le dit très souvent, il y a eu aussi les effets du Brexit. Et ça, les Anglais commencent à en prendre conscience. Je tenais juste à vous rappeler quelques chiffres très importants. La rupture avec le marché unique coûte au Royaume-Uni près de 113 milliards d'euros par an. Oui. C'est 4% de PIB en moins depuis 2016. C'est 370 000 travailleurs en moins qui venaient alimenter le marché de l'emploi qui était l'un des plus dynamiques d'Europe. C'est aussi un recul des IDE de près de 20%. Et aussi
malheureusement pour les Anglais, c'est près de 10,5% d'inflation sur l'année 2022 et puis même 11% pour ce début d'année 2023. Donc l'Angleterre a évité de justesse la récession, donc c'est-à-dire 2 trimestres consécutifs avec un recul du PIB, puisqu'elle a fait un très bon trimestre 2022, le dernier trimestre, donc de septembre à décembre. En revanche, il y a un risque de contraction de l'économie pour l'année 2023. Et surtout, je tenais juste à rappeler, c'était très intéressant parce que j'ai suivi en direct sur votre chaîne l'intronisation du roi Charles. Vous savez, aujourd'hui, il y a une véritable remise en question de la monarchie, surtout sur les très jeunes générations. Il y a un sondage très récemment qui est paru en Angleterre où les nouvelles générations, la génération Z et la génération Alpha, celle qui est née après 2005, donc qui aujourd'hui est adolescente, ils ont entre 17 et 18 ans, ont déclaré soit être indifférents à la monarchie, soit être opposés à la monarchie. Donc vous imaginez la rupture qui est en train de se créer, historique, entre les Britanniques avec la monarchie anglaise. Et c'est là, je pense, tout le défi du roi Charles, même si je trouve que c'est un monarque qui est aussi très moderne. Oui, c'est ce qu'on dit, oui, en effet. Voilà, il s'est accaparé de certains sujets auxquels n'avait pas eu de réflexion sa mère. Je pense notamment au réchauffement climatique. Et on va revenir sur cette question, en effet, oui. Tout à fait, à laquelle il est très attaché. Et c'est aussi quelqu'un qui a envie de redorer le blason de l'économie anglaise, puisqu'il veut relancer l'agriculture, la pêche, donc ces 2 secteurs d'activité clés en Angleterre. Et puis aussi, il essaye tant bien que mal de réindustrialiser le pays, alors qu'on sait très bien que les années Thatcher ont complètement détruit le tissu industriel. Oui, au profit donc du secteur tertiaire et des services. François Deroche, alors, un certain nombre de sujets en matière de géopolitique, notamment au Proche-Orient, attendent le roi Charles III. Est-ce que l'on peut se montrer optimiste dès à présent pour peut-être ou des prises de position fortes, notamment dans le dossier palestinien, par exemple ? Écoutez, seul l'avenir nous le dira. Le roi Charles, moi je l'aime bien, c'est un homme constant. Il a été constant dans son amour pour Camilla depuis le premier jour. Aujourd'hui, elle est reine d'Angleterre comme lui. En fait, aujourd'hui, il y a une constance. C'est quelqu'un qui est sympathique. Mais est-ce qu'il va assumer la lourdeur du passé? Ce passé colonial trop lourd de la Grande-Bretagne, ce n'est pas certain. Ce n'est pas certain parce que en Afrique anglophone, le rôle de la reine quand elle était là comme chef d'État, quand elle parlait, quand il y avait la domination britannique, les pays européens aujourd'hui sont pratiquement tous sous pression pour assumer cette histoire coloniale. Il faut expliquer à cette génération Alpha, Z et toutes les générations que les crimes passés doivent être réparés. Il faut restituer des objets africains volés qui sont conservés pendant des années dans les musées ici en Occident. Aujourd'hui, on a vu au Kenya le passé colonial. Il était extrêmement lourd. Au Nigeria, c'est un passé colonial qui était également très, très lourd. Et puis aujourd'hui, on peut dire également que ce passé difficile n'empêche pas ce Commonwealth de s'étendre depuis la fin, vous savez, de juin 2022. Oui. L'organisation compte 2 nouveaux États, le Togo, notamment le Gabon et le Gabon, absolument. Et ces 2 nations n'ont pas de lien historique avec la Grande-Bretagne. Plutôt avec la France. Comment ? Mais plutôt avec la France. Absolument, ils ont essayé de retrouver un nouvel allié. Et l'expansion n'est plus seulement aujourd'hui liée à Londres ou à la relation que les États membres du Commonwealth voulaient avoir avec Londres. Pour eux, aujourd'hui, le Royaume-Uni ne domine pas. C'est aussi le cas comme le Rwanda, également en 2009. Si mes souvenirs sont bons. Et aujourd'hui, il y a un processus d'intégration régionale qui se fait, effectivement, parce qu'on essaie de changer d'alliés. C'est la géopolitique qui veut ça. Mais malgré tout, il y a absolument ce douloureux passé de la colonisation. Et il est présent. Il est peut-être avec ces difficultés.
on va peut-être s'ouvrir. Alors, l'Angleterre compte beaucoup dans les décisions politiques, mais pour le moment, on n'a pas encore vu du concret. Il y a des excuses officielles. Est-ce que vous croyez que le roi Charles va aller sur un terrain vierge qui est le terrain de la question palestinienne? Je parle vierge pour lui, alors qu'il y a aussi la mémoire de l'esclavage que met devant cette famille royale et cette royauté. Qu'est-ce qu'il a dit, Charles? Il n'a pas franchi le pas en qualifiant cette horrible affaire d'esclavage. Il a parlé de terribles atrocités. Il n'a pas présenté d'excuses. Quand William est parti, il a parlé de profonde tristesse. Donc, et même le Premier ministre britannique, qui est d'origine étrangère, n'a pas voulu présenter d'excuses au nom des Nations Unies. Je pense qu'aujourd'hui, il faut rester prudent. Ce n'est pas certain que la Grande-Bretagne, parce que la Grande-Bretagne a toujours suivi les États-Unis dans sa façon de voir la géopolitique et notamment au Proche-Orient. Très bien. Mais espérons. Oui. Très bien, merci François Doroche. Revenons à l'économie, Nazim Sini, si vous le voulez bien, et vous venez tout juste de le souligner, cet entre guillemets attachement du roi Charles aux questions climatiques, à l'environnement et à l'énergie verte, autant plutôt à des périodes où la Grande-Bretagne traverse des turbulences, une période de turbulence sur le plan énergétique notamment. Que pensez-vous qu'il puisse faire pour essayer de faire avancer cette question climatique dans le monde? Alors, pour être tout à fait franc avec vous, Kherden, moi je reste persuadé que, en fait, il va avoir une portée médiatique dans ce combat, dans cette cause qui est la lutte contre le réchauffement climatique, mais je ne suis pas certain qu'il ait toute l'aura et la capacité politique à faire changer les choses à lui tout seul. Vous savez qu'aujourd'hui, l'Angleterre représente que 2 ou 3% des rejets de gaz à effet de serre à l'échelle planétaire, et en fait, je ne suis pas sûr qu'il puisse convaincre ces deux homologues que sont les Chinois et les Américains. Ce n'est plus la puissance industrielle que nous avons connue. Exactement. Et puis, même sur l'échiquier politique, moi, je reste persuadé qu'ils n'ont plus le même impact, j'allais dire, et la même capacité de convaincre et aussi d'amener des décisions importantes sur l'échelle internationale ou sur l'échiquier international. Par contre, le fait qu'une personnalité aussi connue, aussi médiatique et aussi, on va dire, symbolique puisse porter un tel message peut faire bouger les lignes, surtout en Angleterre. Parce qu'il faut rappeler qu'au Royaume-Uni, ça reste quand même un pays extrêmement libéral qui s'est d'ailleurs bâti sur le plan industriel sur l'exploitation du charbon, nous ne l'oublions pas. Vous faites très bien de le rappeler, c'est-à-dire que toute la révolution industrielle anglaise a été basée sur la principale source énergétique qui était le charbon. Donc, et même là, actuellement, avec les prix du pétrole et du gaz, le Royaume-Uni avait réouvert certaines mines de charbon, sachant qu'ils ont encore du retard sur certains EPR, donc des réacteurs nucléaires nouvelle génération. Quatrième génération, Voilà, de 4e génération. Je pense notamment aussi de Hinkley Point, qui a, je crois, 5 ou 6 ans de retard. Donc, aujourd'hui, les Anglais, pour soutenir leur machine économique, n'ont pas intérêt à basculer vers une transition énergétique. La Grande-Bretagne a aussi, Nazim Sini, la chance d'avoir juste en face d'elle un pays très riche en ressources naturelles gazières. Il s'agit de la Norvège, qui, pour l'instant, préserve un peu cette capacité à faire face à la situation énergétique difficile que connaît le monde. Exactement, mais de toute façon, je vais vous dire, quand vous subissez des crises comme ça et des contre-chocs, vous allez plutôt penser à vos intérêts plutôt qu'à vouloir les partager avec le voisin ou avec vos alliés. Mais aujourd'hui, je pense très sincèrement que le roi Charles peut faire porter un message, notamment à l'intérieur même de son pays, ça j'en suis certain, pour convaincre les plus climato-sceptiques. Mais à l'échelle internationale, malheureusement, vous savez, c'est une question qui a besoin d'une réponse mondiale, d'une réponse internationale, et pas d'une forme d'action unilatérale. La France, l'Angleterre, les États-Unis ne pourront jamais faire avancer les questions climatiques tout seuls. Ils ont besoin d'avoir derrière eux, d'entraîner dans leur sillage tous les pays industrialisés, ceux du G7, mais aussi les pays les plus pollueurs, notamment en Asie. Très bien, Nazim Sini. Alors François
Deroche, géopolitique de nouveau, donc avec vous. Rappelons que le roi Charles, il y a de cela quelques semaines, devait se rendre en France pour son premier déplacement officiel en tant que roi. Un déplacement qui a été reporté pour des raisons que l'on connaît. Et donc, est-ce justement une manière, ce déplacement donc prévu en France, de croire peut-être ou d'imaginer que le roi Charles continuera justement à suivre le paradigme sur lequel la Grande-Bretagne a toujours été, c'est-à-dire une alliance à la fois avec l'Europe et une alliance avec les États-Unis. Est-ce que le roi Charles va tenter coûte que coûte de renforcer cette alliance avec les partenaires historiques, les alliés historiques de la Grande-Bretagne, ou est-ce qu'il va être tenté peut-être de changer un peu son fusil d'épaule pour essayer de sortir un peu la Grande-Bretagne de ce marasme économique notamment dans lequel elle se trouve? Moi, je suis bien sûr votre invité a donné les chiffres tout à l'heure. Ouais. Moi, je suis, en parlant de marasme économique, parce qu'aujourd'hui on parle de marasme. Alors pas seulement, il y a aussi une crise, peut-être le mot est un peu fort, mais comme une espèce de crise d'identité en Grande-Bretagne, notamment en Écosse, voilà, avec des nouvelles générations qui se posent des questions, comme vous l'avez si bien souligné. Effectivement, mais moi je pense que même le Brexit aujourd'hui ouvre la voie à de nouvelles opportunités pour la Grande-Bretagne, et notamment avec ses anciennes épouses ou maîtresses, comme vous voulez, en fait, les pays du Commonwealth. Aujourd'hui, il va renforcer ce lien avec ces pays du Commonwealth, et notamment dans des domaines de commerce, de coopération politique, en matière de diplomatie, et par conséquent, tout cela pourrait être redéfini et renouvelé à l'ère du roi Charles III. Et bien sûr, il y a des défis économiques et commerciaux. Les relations entre l'Europe et le Commonwealth vont être confrontées à des défis économiques, commerciaux, dans cette nouvelle ère qui se dessine. Et il y a des accords commerciaux qu'on pourrait... Parce qu'avant, avec l'Union européenne, tout était décidé par l'Europe. Aujourd'hui, il y a de nouvelles négociations commerciales qui peuvent être bien sûr complexes, longues, mais compte tenu des intérêts divergents des différents acteurs, pourraient être écrites et de façon très à l'avantage de l'Angleterre, de la Grande-Bretagne. Et puis également la concurrence économique entre des blocs régionaux, la montée d'un protectionnisme chinois pourrait également compliquer les relations commerciales qui existaient auparavant. Donc, effectivement, il y a des défis économiques, il y a des enjeux géopolitiques et sécuritaires également. Ces tensions géopolitiques aujourd'hui qui menacent la sécurité, mais je veux bien qu'on parle d'écologie. Oui. C'est très intéressant, mais aujourd'hui, avant l'écologie, il faut quand même redéfinir ses priorités. Regardez ce qui se passe aujourd'hui au Soudan, regardez ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Il y a des vies humaines qui sont en train d'être sacrifiées pour rien. Donc il faut absolument que tout ceci, en fait, ces tensions géopolitiques retrouvent une certaine sérénité pour pouvoir influencer ces relations entre l'Europe et le Commonwealth, entre l'Europe et la Grande-Bretagne, pour essayer d'avoir ce qu'on appelle, bien sûr, pour limiter cette montée de la Chine et la rivalité entre les États-Unis et la Russie. Donc, bien sûr, le changement climatique, c'est très important, mais c'est aujourd'hui, il y a des vies humaines qu'on est en train de perdre. Il est temps peut-être de se réveiller pour lutter contre cette haine qui est, et quelque part cette dictature de certains pays pour imposer cette guerre qui existe à travers le monde. Très bien, François Deroche. Le temps imparti à cette émission est déjà malheureusement terminé. Merci, messieurs, d'avoir été les pièces maîtresses de l'échiquier international du soir. Merci d'avoir répondu à nos questions. Mesdames et messieurs, c'est la fin de l'échiquier international, émission que vous pourrez retrouver dès demain. D'ici là, je vous souhaite une excellente fin de soirée sur L24 News.